C'est l'une des épices préférées des amateurs de douceur. Son nom évocateur fait rêver tout en dévoilant des arômes subtils. La vanille d'exception demande de la patience et beaucoup de travail. Elle doit être fécondée à la main lorsqu'elle est en fleurs. Il faut encore patienter de longs mois avant d'obtenir une gousse qui devra être maturée et préparée. Nous vous invitons à un voyage initiatique superbe, des îles de la Polynésie aux forêts primaires de Madagascar. Décors somptueux, des styles de vie différents, mais tous ces experts n'ont qu'un but, magnifier cette liane verte pour le plus grand bonheur de nos papilles. La vanille, qui fait partie de la famille des orchidées, est originaire du Mexique. Chez les Mayas dans le Yucatan ou chez les Totomacs à Veracruz, elle a toujours été présente. La fleur de vanille était pollinisée par une petite abeille endémique, la mélipone. Elle se domestique facilement et surtout, elle ne pique pas. Alors qu'elle était en voie de disparition, menacée par l'arrivée des abeilles espagnoles, de nombreuses associations l'ont réintroduite avec succès. En revanche, la déforestation, la pollution, la culture intensive du maïs ont quasiment fait disparaître la pollinisation naturelle de la vanille par la mélipone. Abeilles africaines ou espagnoles butinent et produisent du miel en quantité, mais sont étrangères à la vanille, ce qui explique son déclin. Aujourd'hui, comme dans tous les autres pays du monde, on pollinise la fleur à la main. Nous partons pour la Polynésie française, une des grandes régions de production de la vanille. Les îles Sœurs qui partagent le même lagon, Tahaa et Raiatea, sont au cœur de la production de vanille. Depuis le siècle dernier, les navigateurs qui accostent à Tahaa l'appellent l'île Vanille, envoûtée par les parfums qui émanent des sacs d'épices prêts à partir. Avec 5000 habitants, Tahaa a su préserver un mode de vie simple et calme. La vanille a été introduite en 1848 par l'amiral Ferdinand Hamelin, qui avait ramené plusieurs plants des Philippines. Tahaa a connu un âge d'or dans les années 1950. La Polynésie produisait alors plus de 300 tonnes par an. À l'époque, on cultivait la vanille tranquillement dans la montagne. Puis l'appât du gain a fait cueillir la vanille de plus en plus tôt, sans attendre sa maturité. La qualité n'était plus au rendez-vous. Depuis, on cultive sous ombrière, à la fois pour se protéger du soleil et des voleurs. Dans la vallée de Putoru, Yolande et Marc Hae ont repris il y a quelques années la culture de la vanille, ce que faisaient déjà leurs grands-parents avec pour objectif ne faire que de la qualité. Il y avait des plantations de vanille pratiquement partout. Et je me rappelle quand il y avait la récolte, les gens ils avaient des grands sacs. C'était les sacs de jute pour le copra. Mais après, il amassait la vanille, coupait la vanille, mettait dans des... Mais c'était des grands sacs. Et je me disais, c'était entassé sur la route. Parce que souvent, la pesée se faisait à côté de la route, quoi. Mais des grands sacs entassés. Ça, c'était courant de voir à cette époque-là. 240 tuteurs concentrent les lianes sur 576 mètres carrés. Elles sont quotidiennement bichonnées. C'est peut-être la configuration des montagnes. Là, ce qui fait qu'il y a moins d'eau, quelque part. Ici, chez nous, il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau et on est souvent peut-être amené à arroser un peu. Elles sont quand même assez longues. On supprimerait les trois, mais on garde tous les autres. Je pense que de plus en plus, il y aura de la vanille et chacun essaie de produire et d'améliorer la production en fonction de lui-même. Enfin, moi, je le fais en fonction de moi, comment je le sens, quand tu entres dans ta serre. Genre, on dit bonjour à la vanille, on met un peu de musique, voilà. Ça fait partie d'un tout. La vanille de Tahaa reste une référence. La recherche de qualité semble désormais vouloir supplanter la course au gain.
Nous allons maintenant à Raiatea qui partage le même lagon que celui de Taha, chez la sœur de Yolande. C'est une île montagneuse à l'apparence plus sauvage. Au fond de la baie de Faaroa, au pied du mont Paoata, la famille Tawatiti perpétue une tradition transmise depuis plusieurs générations dans un écrin de nature assez unique. L'exploitation s'étend sur plusieurs hectares. Les chevaux circulent en liberté au pied de la rivière. Il y a 3 grandes ombrières et à côté des lianes de vanille qui poussent en extérieur sur des supports naturels. Frankie a rejoint son père il y a quelques années dans l'exploitation familiale. Leur vanille est régulièrement récompensée au concours du Salon de l'agriculture de Paris. La fleur de vanille est très fragile. Elle s'épanouit au lever du jour et doit être pollinisée dans les heures qui suivent, au risque de la perdre. On appelle ça le mariage. Le rituel du matin, c'est de marier les premières fleurs. Donc j'aime bien commencer par la nature. Donc respirer un peu, être en contact un peu avec la nature, les lianes qui sont dans la nature, comment elles se comportent, apprendre de ce qui se passe dans la nature. Avant, la vanille poussait de manière plus ou moins sauvage sur les contreforts de ces montagnes escarpées. C'était exigeant physiquement, mais les récoltes étaient de qualité. Frankie souhaite recréer ces conditions où la liane de vanille se sert d'arbres fruitiers comme tuteur. Donc ça c'est le bout de la liane, et elle remonte, voilà, elle est allée jusqu'en haut. Et là, c'est magnifique. La première chose à faire, c'est de polliniser toutes les fleurs qu'on a. Comme ça, une fois qu'elles sont pollinisées, on peut passer à autre chose. On place tes doigts. Ereva a 10 ans. Elle commence à maîtriser les gestes qui demandent beaucoup d'attention. Voilà, je la vois. C'est bon. Voilà, donc en ce moment c'est la période de floraison. Jusqu'en novembre. Et voilà, jusqu'au mois de novembre. Et chaque jour, il faut passer et puis vérifier les fleurs qui sont sorties. Et pour chaque fleur sortie qui sont ouvertes comme celle-là, ben, il faut les polliniser. Pour avoir de longues gousses, donc il faut récupérer le maximum de pollen. Parce que plus il y aura de pollen et plus la gousse elle va s'allonger. Et là, en fait, une autre chose qu'on est en train d'essayer, c'est que peut-être en stressant moins la fleur, on arrivera également à optimiser la pousse de la gousse. On n'arrive pas à les faire comme ça. Bon. On a fait elle là-bas. Non, tu la tiens comme ça, c'est bien ce que tu as fait bien. Tu la tiens, tu la gardes entre les mains, et après une fois là, elle ne bouge plus. Et ensuite, en fait, il faut attaquer toutes les fleurs qui sont dans les ombrières parce que là, il y en a. À l'arrière de la propriété, Guy, le père, est une personnalité de l'île. Il possède une grande expérience de la vanille et garde un œil bienveillant sur la plantation et sur son fils. Il n'intervient que lorsque c'est nécessaire. Il se consacre désormais à son autre passion. Ces coqs de combat qu'il prépare comme des athlètes de haut niveau. Frankie va maintenant s'occuper des fleurs sorties pendant la nuit dans les ombrières. Marama Vaine travaille avec la famille Tawatiti depuis plus de 10 ans. Elle est considérée comme l'une des grandes spécialistes du mariage. Son expérience est unique. Là, tu ouvres la pochette. C'est là la pollen, tu vois? Et je mets dans la pochette. C'est ça la pochette.
Voilà. Mais il faut enfoncer un peu dedans, tu vois, là. Si carrément la pollen n'est pas carrément enfoncée dans la pochette, les gousses, ça ne va pas devenir long. Hein? Et là, tu fermes. Voilà. C'est comme si on n'a pas marié. Mon papa, il avait un champ de vanille avant. Ça fait longtemps avec mon grand-père, ma grand-mère, ma maman et tout ça, une grande plantation de vanille. Mais pas comme celle-là, c'est dans la nature, dans la montagne, carrément en haut, de l'autre côté. Et là, c'était mon papa qui m'a appris à faire ça. J'étais encore petite. Elle a formé Elsa, sa petite sœur, qui est désormais autonome. Quelques jours seulement après le mariage, la gousse prend forme lentement. Elle mettra près de 9 mois pour arriver à maturité. Frankie est lui aussi attentif à la transmission de ce savoir avec sa fille Erevaï. Il faudra encore de longues heures de pratique pour ne pas abîmer la fleur pendant la pollinisation. Voilà. Il faut avoir, comment on dit, les doigts de fée. Hein? La souplesse pour marier. Tu vois, si tu es stressé, alors là, tu peux pas, tu casses la fleur des fois, ça tombe la pollen. Et si tu as des mains douces pour marier la vanille, alors là, c'est carrément, tu peux réussir. Hein? Sinon, tu peux pas réussir. Là, tu vas prendre la liane et tu vas la ramener au sol. La racine qu'elle a va s'allonger, elle va toucher, elle va aller se nourrir. Celle-là, on ne sait pas. Mais celle qui est devant, ici, il y aura une racine. Elle va sortir, elle va s'alimenter. Et ensuite, elle va remonter. Avec ce climat, la nature reprend rapidement le dessus. Tout pousse très vite. Il faut régulièrement défricher tous les espaces et ne pas se laisser envahir. Frankie, Guy et sa femme Odette se retrouvent en fin de semaine comme partout dans les îles pour faire la bringue, comme on dit. On joue de la musique, on chante des airs traditionnels, tout en partageant quelques bières. Famille, amis viennent souvent élargir le cercle jusque tard dans la nuit. Comme tous les matins, Frankie réunit toute son équipe pour voir avec Marama comment répartir les tâches de la journée. Oui. Comme il y a déjà les bouts de coco dans le garage. C'est laquelle où il faut désherber. Désherber, c'est la une. Hein, tiens. Frankie porte une attention particulière aux plantations dites en mode naturel, où la liane s'appuie sur un arbre fruitier comme le noni, un arbre indigène à toute la Polynésie et dont les fruits présentent de nombreuses qualités thérapeutiques. Alors ça, c'est le noni, donc actuellement qui sert de tuteur pour la vanille traditionnelle. Donc il donne beaucoup de nono en ce moment. Et puis l'avantage de ce tuteur-là, c'est qu'il est facile à travailler. Donc le jour où j'aurai besoin de tailler cet arbre-là, je pourrai juste le tailler manuellement. Donc en fait, c'est ça qui constitue le paillage. Donc le paillage, c'est quoi? Ce sont des brindilles, c'est du bois, ça peut être du coco, mais ça peut être aussi du feuillage. Donc il faut prendre tout ce qu'on a sous la main et puis alimenter le bas du pan. Dans les ombrières, il faut redoubler de vigilance.
Au-delà de l'apport de paillage naturel, il convient de contrôler le niveau d'humidité, car les maladies comme le mildiou qui attaque aussi la vigne peuvent vite arriver. Nous savons par expérience aujourd'hui que tout ce qu'on mettra au pied de cette liane ressortira donc dans la gousse. Et si ce qu'on a mis au pied des lianes, ce sont des produits chimiques, eh ben, ça va se retrouver dans la gousse. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu quelqu'un qui a envie de s'empoisonner. Là, ces gousses-là, on les a mariées il y a 1 mois. Là, pour que la gousse arrive à maturité, il faut au moins 9 mois. Et de toute façon, on le verra sur la gousse, parce que la gousse, elle va virer au jaune. Donc quand elle vire au jaune, elle est arrivée à maturité. Mais si on veut l'excellence, il faut mieux la laisser à pleine maturité, c'est-à-dire qu'elle devienne complètement marron, quoi. Nous essayons de laisser la vanille mûrir sur pied de manière à ce que la liane ait la possibilité de fournir tout ce dont les gousses ont besoin pour qu'on ait une vanille de très bonne qualité. Raiatea est une île qui fut longtemps la principale escale des premiers navigateurs polynésiens, les Maoris, dont l'empire marin s'étendait d'Hawaï au nord à la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Ils l'appelaient l'île sacrée et ont construit sur ses rives leurs plus grandes esplanades de pierres rituelles, le marais Tapu Tapu Atea. C'est l'un des marais les plus importants de Polynésie française, aussi bien par sa taille que par ce qu'il représente. Ce site, dédié au dieu de la guerre Oro, est au cœur même de la mythologie et de l'ancienne religion de la Polynésie de l'Est. Frankie est remonté à l'entrée de la baie de Whaaroa pour aller chez ses parents Guy et Odette. C'est ici que se déroule une étape décisive dans la préparation de la vanille. Soigneusement protégée, c'est une grande partie de la production de l'année qui est stockée dans ces vieux congélateurs réformés. La vanille va sécher au soleil pour quelques heures à peine. Alors ça, c'est la récolte de cette année, 2019. Donc on a commencé à récolter à partir du mois de mars, avril. La grosse partie, on l'a récoltée au mois de juin, juillet. Et là, on finit en fait notre récolte, là on est au mois de septembre, donc il nous reste pas grand chose au niveau de la production. Odette surveille la répartition des gousses en fonction de leur maturité. C'est elle l'experte pour tout ce qui touche à la préparation. Celle-là, elle est prête à peu près. Plus elle est ridée, moins il y a d'eau dedans. Donc il y a une différence entre celle-là, puis bientôt celle-là, il faut donc la préparer, on va la mettre de côté après. Cette culture-là, elle l'appelle mes ancêtres. Et c'est ça qui me donne la force, au fait, finalement, parce qu'à l'époque, toute la famille travaillait la vanille, elle faisait 300 tonnes, toute la Polynésie. Et c'est que les îles sous le vent. Mais de la vanille préparée, 300 tonnes. Aujourd'hui, on a à peine moins de 40 tonnes par an. Ce qui veut dire que beaucoup ont délaissé, ou sinon, nos anciens sont partis sans pouvoir transmettre à leurs enfants. Alain Astin est un chef reconnu en Normandie. Il a rencontré la famille Tawatiti lors d'un concours au Salon de l'Agriculture de Paris. Il est venu à Raiatea pour découvrir l'environnement de cette gousse qu'il utilise depuis quelques années déjà. Il leur a réservé une surprise en cuisinant un foie gras à la vanille.
La vanille de Tahiti, elle a une particularité, c'est qu'elle est un petit peu anisée, un peu de goût de réglisse, et avec le foie gras, ça se marie très très bien. C'est bon? On goûte ça. Excellent. On sent le foie gras, donc on fait cette légèreté du foie gras. Et puis la vanille qui vient parfumer le tout. C'est juste magnifique. C'est à Paris au centre d'agriculture. J'ai rencontré cette famille qui fait un produit exceptionnel. Bébé, non, je fais la poussière. Il n'y a pas de secret, c'est le coup de cœur, c'est au nez quand vous voyez ce produit. Mais il faut d'abord le voir et le sentir. Et après, je crois qu'on comprend. On comprend ce qui se passe. Il se passe forcément quelque chose. On ne peut pas ignorer la vanille de Tahiti. C'est pas possible. Ah, ça manquait. Nous revenons chez Francky pour suivre les dernières étapes de préparation. Donc on va lui faire prendre un peu de soleil, ça va être plus facile à masser. Oui, on a pris de Tu la sens? Donc en fait, quand la vanille elle est trop épaisse, donc on sent l'amertume de la vanille. Il faut arriver à enlever l'eau qui est à l'intérieur, mais par contre, il faut garder le maximum d'huile. Et c'est là qu'on garde toute sa longueur en bouche de la vanille de Tahiti. Ça fait du 12, 13, 14 là. On récupère au fait la vanille qui est prête. Elle est prête et puis elle va être calibrée. C'est bien avec la musique. Donc, les parents, les grands-parents, les tatis, les tontons, les cousins, ils travaillaient tous dans la vanille. Tout le monde avait sa plantation de vanille et à côté, il y a une autre plantation, c'est donc les fruits, les légumes. Mais la priorité était la vanille. Alors, quand on fait maintenant ce travail-là tous les ans, ben, ça devient beaucoup plus facile à faire. Et puis après, maintenant on repère même aussi au soleil, quand ça brille. Il reste maintenant à Vaiaere de trier les gousses par taille pour préparer les commandes. Les plus recherchées par les chefs sont celles de 16 cm et plus, les extras. Une gousse, elle peut peser 7 grammes. Le prix au kilo, il est en train constamment de monter d'année en année parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc il y a une forte demande à l'export. Et donc on espère produire un peu plus les prochaines années. Ouais, et du grand. C'est la deuxième partie. Les enfants de Francky ne ratent jamais l'occasion de rejoindre leur grand-père lorsqu'il circule dans les ombrières. La transmission d'expérience s'effectue en douceur. Papa, qu'est-ce que tu vas venir à côté? Il faut essayer de récupérer au maximum les feuilles mortes, parce que si les feuilles ont crevé, c'est que très certainement il y a des insectes qui se sont installés dessus. Et si on laisse sur la liane, les insectes qui risquent de se multiplier sur le tuteur. La transmission, elle est quasi, je dirais, donc permanente. Ils sont dans le milieu et ils baignent dans le milieu. Et déjà, on voit les enfants ramasser les feuilles mortes aujourd'hui
Et il y a même les filles qui commencent à marier les fleurs. Je dis, pour nous, parents. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Elle veut pas sortir. Tu gardes les gousses avec toi? Viens, on va aller voir s'il y a d'autres gousses à ramasser. Regarde, quand elle est comme ça, on peut l'accueillir. Elle est toute marron. Vas-y, prends-la. Vas-y, tire dessus. Voilà, sur le côté. Comme ça, elle va se casser comme il faut. Elle est mise dans ton seau. La patience, savoir attendre la maturité, c'est bien l'une des clés de l'excellence pour la famille Tawatiti, qui irait bien défendre plus souvent ses gousses dans les concours du Salon de l'Agriculture, s'il n'y avait pas 15 700 km à parcourir. Avant de rejoindre Madagascar, notre prochaine destination, nous faisons un détour par Paris, chez un chef pâtissier français réputé, Philippe Conticini, qui utilise beaucoup de vanille dans ses recettes. Il sait en tirer le meilleur parti. Assisté de Laetitia Diletta, il va nous présenter un de ses desserts signature, le galet pur vanille. Ce que je cherche, c'est un parfum, un goût et une sensation. Ce que je veux, c'est la sensation finale et le plaisir et la rondeur, le gros câlin, quoi, que va m'amener la vanille. Et la vanille, c'est vachement réconfortant, quoi. Mais pour qu'elle le soit pour moi, il faut toutes ces données-là. Dans sa recette, le chef exploite la gousse au maximum. Déjà, on a les gousses qu'on coupe en deux et qu'on gratte pour avoir la quintessence du goût de la gousse de vanille. Puis après, il nous reste la gousse sans les graines. Ces gousses, on les fait sécher. On peut les réduire en poudre pour faire de la poudre de vanille. Donc on la fait nous-mêmes, en fait, la poudre de vanille. Et d'ailleurs, elle n'est jamais aussi bonne que quand on la fait nous-mêmes, évidemment. On peut aussi couper en morceaux, faire sécher ou pas, ou alors mettre directement dans une huile, dans tout un tas de choses, dans du sucre, pour faire du sucre vanillé, faire des huiles vanillées, faire des choses dont on va se servir dans la pâtisserie, par exemple. Voici une des étapes importantes du galet pur vanille. Avec Laetitia, on va faire un crémeux, ce qu'on appelle un crémeux en fait. C'est-à-dire une crème anglaise que l'on verse dans du chocolat, noir, blanc, lait, en l'occurrence c'est blanc, avec de la gélatine. Ce qui va donner une crème extrêmement fondante et très moelleuse, très agréable en bouche. Donc, on a fait infuser la vanille à 80 degrés pendant environ une petite demi-heure, 30-35 minutes. Donc là, on a des jaunes d'œufs auxquels on va incorporer le sucre semoule. On va pouvoir venir verser une partie de ce mélange sur les œufs et le sucre. Et on va remettre le tout à cuire pour notre anglaise. Et on se remet sur le feu. À un moment donné, d'ailleurs, la mousse va disparaître. Ça veut dire que c'est presque cuit. Et puis, jusqu'à ce que ça monte jusqu'à 84 degrés. Donc là, je viens incorporer la gélatine. Et on va venir verser le tout sur le mélange de chocolat et de beurre de cacao. C'est tellement soyeux et tellement moelleux, ça c'est top quand même. Il n'y a pas la vanille, c'est quand même incroyable. Cette sensation de douceur, de chaleur, la vanille, c'est vraiment un produit formidable. Et si ce n'est pas le produit, c'est un des 2 ou 3 produits que les Français préfèrent le plus. Avec le pur vanille, j'ai voulu faire un gâteau rempli de vanille. C'est-à-dire de faire un gros câlin vanillé. Donc pour ça, j'avais besoin, bien sûr, de tout ce qui compose le gâteau. Biscuits, d'un craquant, d'un cracounet, c'est comme ça que je les appelle, d'un cracounet, de quelque chose de plus crémeux, de plus fondant, de plus mousseux, mais pas seulement. J'ai aussi besoin d'assaisonnement, mais pas seulement. J'ai aussi, bien sûr, besoin de vanille et de beaucoup de vanille.
Nous partons pour Madagascar, un des grands producteurs mondiaux de vanille. L'essentiel de la production se situe sur la côte nord-est de Sambave, à Antalaha. Le pays produit environ 1600 tonnes de vanille préparée, ce qui est énorme en comparaison de la Polynésie et de sa vingtaine de tonnes ces dernières années. Mais tout n'est pas au même niveau de qualité. Ici, on ne trouve quasiment pas de famille ou de structure qui contrôle tout, de la production à la préparation. Le travail est très atomisé par spécialité. Nous sommes sur la rivière Ambine pour aller vers le village de Bodbonar. Amanda veut voir où en sont les nouvelles plantations qu'elle a installées avec des membres de sa famille. Le gros avantage de ce type de terrain, c'est la sécurité. Dans un pays où les vols de vanille sont un stress permanent pour l'ensemble de la filière, le fait d'être dans un village à l'écart des grands axes et d'avoir de la famille dans les environs rend les choses plus faciles. Les lianes ici sont supportées par des gliricidia, de petits arbustes qui servent d'ordinaire à construire des haies. La période de floraison est en général entre octobre et novembre. Thibaut Francard travaille pour un acheteur de vanille de qualité. Il se déplace en permanence sur les lieux de production. Et ce qui est en partie important, c'est l'opération de bouclage. Qui consiste, pour donner de la vigueur à la liane, de réenfuir, en fait, quand elle monte trop haut, on la décroche du support, elle redescend pour reprendre des racines dans le sol et reprendre, et elle fait des boucles comme ça. Et ce bouclage, en fait, permet justement d'avoir des lianes fortes, puisqu'elles ont beaucoup plus de racines qu'une liane qui monte très haut toute seule. La notion de terroir ici a une autre échelle que ce qu'on peut trouver en France avec les vignobles. C'est les différentes odeurs, les arômes peuvent varier, mais c'est relativement léger. Mais c'est plus à l'échelle de la région. Un des facteurs qui influence aussi énormément la qualité, c'est bien sûr la date de collecte. Il faut que la vanille soit la plus mature possible. Le fait de récolter la vanille mature est de plus en plus compliqué parce qu'elle est cueillie souvent trop tôt, par peur des vols, avec les enjeux économiques actuels que cela représente. 1 kilo de vanille verte représente 1 mois de salaire moyen à Madagascar. Il faut être conscient de ça, et donc il y a des problèmes de vol. Nous descendons plus au sud, vers Toamasina, où l'on trouve aussi plusieurs préparateurs de vanille de grande qualité. Plus connue sous le nom de Tamatave, la capitale de l'Est est le port principal de Madagascar. Située à 350 km d'Antananarivo, c'est une plateforme importante pour l'économie du pays. Son architecture confirme son statut d'ancienne colonie française, bien qu'un cyclone l'ait complètement détruite en 1927. Avec une aide financière importante de l'île Maurice et la volonté de ses habitants, la ville se relancera, plus moderne et plus aérée. La production de vanille, mais aussi celle de clous de girofle et de café, partent en bateau de Toamasina, même si certains lots de la précieuse épice voyagent de plus en plus par avion. Dans les faubourgs de Toamasina, un collecteur arrive de la montagne avec un lot de vanille verte. Il a l'habitude de travailler avec des coopératives dont il connaît les méthodes de culture et le sérieux. Ici, on prépare entre autres de la vanille gourmet pour des clients exigeants. La vanille arrive de Fénérive, d'une centaine de kilomètres d'ici, dans l'une de nos coopératives qui travaille avec nous. Et ils ont le roulé une journée
pour arriver ici. La première opération, c'est réception, pesage, et après égrappage et triage. Tout est mesuré avec soin à la dizaine de grammes près et dûment contrôlé par le collecteur. 100,5 kilos. La vanille, c'est toujours aléatoire. Pour les livraisons, tout le temps, les collecteurs n'arrivent toujours pas à temps comme il faut. Même s'ils disent que ça va arriver d'ici 2 jours, il y a toujours des problèmes sur la route, la pluie, des problèmes de gasoil, il n'y a pas de gasoil. Donc il faut toujours prendre des marches pour qu'on aura de la vanille à temps. Ici, à Madagascar, la vanille n'a pas le droit d'être transportée pendant la nuit. Du coup, c'est pour ça que ça prend aussi du temps. Quand ils disent qu'il va arriver ce soir, si c'est à partir de 18h, il ne peut plus circuler. Du coup, il est obligé de s'arrêter. Ce sera pour le lendemain la livraison. La vanille verte va passer maintenant entre les mains de Florentine et de son équipe pour l'égrappage et le tri. Il s'agit notamment de repérer les gousses qui ne sont pas suffisamment matures. L'apparence visuelle est trompeuse en effet, parce que la gousse atteint sa taille adulte au bout de quelques mois. Il lui en faut presque autant pour développer tous les précurseurs de ces différents arômes. Il y en a plus de 300. Donc ici, vous avez quelques exemples. Il y a des gousses qui sont très grandes, mais qui manquent encore un peu de maturité. Donc on note la maturité quand la couleur devient ce qu'on appelle queue de serin, donc un vert plus pâle, et qu'une ligne de déhiscence se forme. Cette ligne de déhiscence, c'est l'endroit où la gousse va se fendre pour libérer ses graines. Voilà une gousse qui remplit très bien le critère. On voit très bien la ligne de déhiscence. Et quand on appuie sur la... on sent qu'elle est prête à se fendre. Donc voilà, ça sera une gousse de type gourmet. Il y a un déséquilibre entre le niveau de vie ici et le prix de la vanille. Et donc la tentation est grande pour les paysans de cueillir trop tôt. Donc comme on le voit ici, la vanille est cueillie en grappe, alors qu'il peut y avoir 3 semaines de différence de maturité entre la première et la dernière gousse pollinisée. Tout a commencé lorsque j'ai arrêté l'école. J'ai appris la préparation de la vanille en travaillant aux côtés de mon père. J'ai commencé par travailler avec lui dans une entreprise qui faisait de la préparation de vanille, où j'ai pratiqué l'échaudage, le barda, c'est-à-dire l'étuvage dans une couverture, et le triage. Depuis 1980, j'ai fait toutes les campagnes de préparation de vanille. Si on veut avoir de la vanille de très bonne qualité durant la préparation, il faut des réceptions de la vanille juste après l'égrappage, bien séparer les gousses mûres de celles qui sont immatures, sans oublier d'écarter les surmatures qui sont fendues. Nous revenons à Antalaa, chez Amanda. Elle pratique avec son mari Richard une préparation à l'ancienne. La qualité de la vanille dépend aussi beaucoup du mode d'étuvage. Mon mari a appris la préparation de la vanille avec son oncle et son grand-père. Contrairement à la vanille de Tahiti,
celle de Madagascar doit d'abord être échaudée, après avoir été collectée et triée. Plongée dans un bain d'eau chaude, la gousse va s'assouplir. La chaleur permet aussi d'arrêter la maturation et de développer les arômes. Les paniers en osier sont ensuite vidés dans un bac pour l'étuvage, où la vanille va rester au chaud, enveloppée dans une couverture pendant 24 à 72 heures. Les gousses vont alors prendre leur couleur brune et perdre déjà pas mal d'humidité. Toujours à Antala, nous allons maintenant chez Juliana, qui réalise une préparation qui a séduit plusieurs exportateurs comme Thibaut. La qualité de la préparation, ça tient du préparateur évidemment, qui va savoir quand mettre la vanille au soleil, quand la rentrer pour ne pas qu'elle sèche trop vite, pour l'avoir à la bonne, au bon degré d'humidité. Une vanille trop sèche va perdre des arômes, une vanille trop humide va pourrir, va pouvoir potentiellement présenter des risques de dégradation d'odeur aussi, d'arômes. C'est la fin de la matinée. Les pluies du matin, en ce début de septembre, ont laissé la place à un beau soleil. On se hâte de sortir les lots de vanille qui vont poursuivre leur séchage. Là, elles sont sorties de l'étuvage il y a une semaine, à peu près une semaine. C'est comme ça. Ça dépend du soleil, ça dépend du temps. S'il fait beau, en un mois, ça c'est déjà sec. Il faut les mettre au soleil tous les jours, pour quelques heures seulement, mais pas toute la journée. Il faut les vérifier, comme ça on enlève s'il y en a qui sont un peu abîmés. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, il faut voir, il faut vérifier. Donc on laisse la vanille dans la caisse pour la laisser s'affiner, pour avoir plus d'odeur, bonne odeur. Quand ça aura un peu maturé, ils vont reprendre la vanille, la trier en fonction de la qualité, couleur et longueur après. Il y a le mesurage aussi. Puisque quand elle part, elle est mesurée, calibrée. L'odeur, la vanille, c'est une épice, c'est l'arôme qui fait tout. La texture est importante aussi. Il faut avoir une vanille charnue, longue, c'est de préférence. Mais le principal, c'est l'arôme, il n'y a rien à faire. L'arôme et la qualité. Oui, c'est ça. Chez Amanda, les gousses au séchage ont aussi bien progressé. Ils sont super bons. Ça va être de la belle vanille. En pleine saison de la vanille, tous les espaces sont réquisitionnés. Les salons, les salles à manger, les chambres, tout est envahi par des clayettes pour achever le séchage à l'ombre. Seul le poste de télévision a échappé à l'envahisseur. On indique bien la date sur les clayettes. On les laisse 4 jours avant de les ramasser et de les trier. Au plus fort de la saison, elles sont 80 à trier, masser et mesurer la vanille.
Peu importe les méthodes de travail, que ce soit moderne ou à l'ancienne, ce qui compte vraiment, c'est l'expérience et le savoir-faire du préparateur. C'est ça qui joue vraiment pour avoir une vanille de qualité. Ça, c'est vraiment de la vanille de première qualité, noire et non fondue. Elle est suffisamment sèche que pour être stable, donc ne pas présenter de risque de moisissure ou de modification des arômes. Les arômes sont bien développés, très gourmands. Ça sent vraiment très bon. Et les gousses sont longues, uniformes, non fendues. On peut affirmer qu'elle est de première qualité car la gousse est pleine de graines, de haut en bas. Plus au sud, à Toamasina, chez Sopral, Florentine contrôle un lot de vanille gourmet. Florentine, c'est notre nez. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc au départ, elle avait naturellement un don, je dirais, pour détecter les bonnes, les mauvaises odeurs, les off-notes, etc. Et évidemment, ce don s'est développé avec les années, avec l'habitude, avec les millions de gousses qui sont passées par ses mains, ce qui lui permet, dans une botte, de détecter la gousse qui a l'odeur atypique et de l'écarter. Florentine a 60 ans. Tous les matins, elle continue de marcher 1h30 pour parcourir les 3 km qui la séparent de l'atelier. Avant de prendre sa retraite, elle souhaite transmettre son expérience, un savoir qui n'est jamais écrit. Elle a choisi de s'intéresser à ces 2 jeunes femmes, dont sa fille Lady Flora. Paradoxalement, tout au long de cette préparation, la vanille sera massée, humée, mais jamais goûtée. Seul le consommateur final aura ce privilège. Le plus important, c'est l'odeur. Quel que soit le type de vanille ou sa qualité, c'est avec l'odeur que nous vérifions. Il s'agit vraiment de vanille lorsque l'odeur est complète, qu'elle est homogène d'un bout à l'autre de la gousse. On peut ainsi conclure s'il y a de la vanilline en bonne quantité ou pas dans la gousse. Même si visuellement c'est une très belle gousse, mais que l'odeur n'est pas suffisamment présente, on ne peut pas la considérer comme une bonne vanille. En conclusion, dans ce métier, c'est le nez qui est surtout sollicité, parce que c'est l'analyse de ce que dégage la gousse qui va permettre de bien évaluer son niveau de qualité et de pouvoir ensuite la classer. Qualité de vanille verte. En ce qui concerne la qualité de la vanille, je sais que dans la région nord-est, les goûts sont plus de vanilline. Elles ont une meilleure maturité que celles de la région nord-ouest. À la fin de la préparation, je peux les distinguer assez facilement, car la vanilline du nord-est a plus d'arômes que la vanille du nord-ouest, qui, elle, a une odeur de vanille plus faible.
À l'inverse de la Polynésie, il n'existe quasiment pas d'ombrières à Madagascar. De l'autre côté des entrepôts, cette serre expérimentale pourrait à l'avenir résoudre en partie les problèmes de sécurité et optimiser des niveaux de qualité tout en visant une production bio. Je fais un suivi tous les 15 jours. Je mesure la longueur entre les nœuds, mais également le nombre de nœuds. Je vais les saisir et ensuite analyser toutes ces données. Et aussi, ce qui compte le plus, ce qui est le plus important, c'est d'apporter une terre d'alluvion, les boules de coco qui vont stocker de l'eau, mais également les feuilles de litchi, que l'on utilise parce qu'elles se décomposent plus vite que le coco, donc elles vont fournir plus de matière organique pour les lianes. Rarement une épice aussi complexe à produire n'a suscité autant de passion et de convoitise. La recherche de l'excellence lui évitera bien des travers tout en lui assurant un bel avenir.